Ce qui est le plus dur dans une disparition, c'est l'incertitude. Il y a une seule réalité et elle est morte ou vivante. Mais elle ne peut pas être tout. Et c'est cette incertitude qui est très très difficile à vivre. Parce qu'un jour vous rêvez d'elle vivante, elle sonne à votre porte. Et puis l'autre jour vous rêvez qu'on la jette en mer. C'est la douleur à vif, n'est-ce pas? Cette femme vit depuis 22 ans dans une véritable torture. Un jour de 1991, quelqu'un lui a pris un enfant, lui a volé sa fille. Il n'était sûrement pas seul, ce quelqu'un, pour réussir ainsi à gommer, à effacer, à détruire une jeune fille de 22 ans. Elle s'appelait Marie-Hélène Audoy. Dernière trace, le 21 mai 1991, à Monaco. Marie-Hélène conduisait sa R5, elle a démarré et puis elle a disparu, littéralement. Depuis 22 ans, on la cherche, pas une trace, comme si elle n'avait jamais existé, sauf qu'il y a une foule de photos qui rappellent qu'elle avait un joli sourire. Marie-Hélène a été notre premier enfant, c'était une adorable petite fille qui était espérée par toute la famille. Donc elle nous a remplis de joie. Elle était rayonnante, pleine de vie. Et vraiment, ça, c'est peut-être le souvenir le plus frappant. Le plus frappant que j'ai d'elle. Ah ben c'était notre joie de vivre. Marie-Hélène était toujours contente. Son papa l'appelait ma perle du Japon, mon rosier grimpant. Et vraiment, elle avait énormément d'amis. Elle était tournée vers les autres. Ce qui me vient à l'esprit quand je pense à Marie-Hélène, c'est surtout c'était une fille qui était très très jolie. Elle avait des yeux de chat, elle avait une peau magnifique, et elle était resplendissante, elle était très pétillante. Mais elle n'avait pas vraiment conscience que c'était une très jolie fille. Ses copains lui montraient en lui demandant de la photographier sans arrêt parce qu'elle était photogénique. C'était quelqu'un qui croquait la vie à pleines dents, qui aimait vivre, qui aimait la fête, qui aimait ses amis, qui avait une grande générosité de cœur. Elle était simple dans la vie, elle était belle et simple, elle avait tout pour elle. Marie-Hélène n'était plus une adolescente rêveuse, elle avait une personnalité affirmée, une vraie volonté et un bon job. Elle était représentante en pharmacie pour un laboratoire de médecine végétale. Sa vie personnelle, elle avait toujours été très entourée, évidemment, mais depuis quelques mois, elle était tombée amoureuse d'un garçon dont apparemment elle n'avait pas soupçonné toutes les faiblesses. C'est déjà un premier mystère, ça. Alors ils habitaient à Cagnes-sur-Mer, où Marie-Hélène est née d'ailleurs, au Lido, dans un très bel appartement, un 4 pièces que Steven avait précédemment. Marie-Hélène était amoureuse de ce garçon et il lui avait proposé de venir habiter avec lui en lui disant qu'il l'aimait, qu'ils allaient se marier, qu'ils allaient faire un bébé. Et Marie-Hélène était à un moment de sa vie où elle voulait se poser. Et quand un garçon vous parle de bébé, ça voudrait dire qu'il vous aime lui aussi. Et elle l'espérait. Amoureuse donc, peut-être un peu naïve aussi, mais elle l'ignore ce matin du 21 mai, où elle quitte son domicile pour effectuer l'une de ses tournées habituelles dans les pharmacies de la région. On sait donc quand elle part, on sait d'où, on ne sait plus grand-chose ensuite, car les jours passent, pas d'appel comme d'habitude, pas de message, pas de signe de vie. Au bout de 3 jours, son père, sa mère, son frère, sa sœur s'inquiètent évidemment de ce silence. Marie-Hélène, ce silence, ça ne lui ressemble pas. Le lundi matin, je me rends en premier à la banque pour essayer de reconstituer son chemin grâce à sa carte bleue et à ses débits bancaires. Et je me rends au commissariat d'Antibes. On me prend une main courante, mais comme nous étions très inquiets, mon mari, le lendemain, a été au commissariat de Cagnes-sur-Mer, où là, il a réussi à faire déclencher une RIF et une recherche où le numéro de la voiture a été diffusé
notamment dans les gendarmeries où il passera lui aussi tout le long du chemin. Une RIF, c'est une sorte d'alerte, une recherche dans l'intérêt des familles. Cette recherche est une forme de signalement aux policiers, aux gendarmes en patrouille de la disparition d'une personne adulte. Un enfant qui disparaît, les recherches sont immédiatement activées sur plainte des parents ou des proches. Un adulte qui disparaît, c'est différent. Cette disparition peut être volontaire, pour des raisons personnelles. Il y a donc toujours, en la matière, un délai de latence entre le signalement de la disparition d'un adulte et la mise en action du système de recherche. Dans le cas de Marie-Hélène, on aurait pu tout de même imaginer l'hypothèse d'une fugue pour qui ne connaîtrait pas la jeune femme. Une fugue, non, c'est pas possible. Marie-Hélène ne pouvait pas faire de fugue, ça c'est sûr. C'était quelqu'un qui était mature, elle avait la tête sur les épaules, c'était pas une délurée. Elle avait tout pour elle, elle avait des parents qui l'adoraient, un père qui la portait au nu, qui lui refusait rien, elle avait un appartement, elle a jamais galéré, je veux dire, elle a toujours eu sa famille près d'elle, ses amis, non, elle n'aurait jamais fait une fugue, elle avait une belle vie. Elle aimait la vie, on n'a jamais pensé qu'elle veuille la quitter ou qu'elle nous laisse sans nouvelles. Il faut qu'il y ait eu quelque chose de très très grave, qu'il y ait eu un drame. Le père et la mère de Marie-Hélène, déjà angoissés, ne se contentent pas du signalement de la police. On le sait maintenant, ce retard des policiers va peser lourd, peut-être définitivement, sur la destinée de la jeune femme. La dernière trace de Marie-Hélène est relevée dans une pharmacie de Monaco, dont le patron est absent, mais une préparatrice a parlé avec Marie-Hélène. Elle a dit qu'elle n'avait pas mangé, qu'elle repartait vers Nice. Donc elle avait laissé un petit mot à l'intention du pharmacien et qui devait lui donner 5000 francs et qui n'était pas revenu en début d'après-midi. Je repasse la semaine prochaine. Bisous, Marie-Hélène. Et voilà, c'est la dernière personne qui, connaissant bien Marie-Hélène, a vu Marie-Hélène à 2h30 de l'après-midi. Ce petit mot sur un post-it, c'est en quelque sorte le testament de Marie-Hélène. Sa disparition, qui depuis maintenant plus d'une semaine, ne paraît pas inquiéter outre mesure la police. Sa famille, elle, par contre, envisage déjà le pire. Eh bien, Annie m'avait téléphoné pour me dire qu'elle avait plus de nouvelles de Marie-Hélène depuis 8 jours. Elle était affolée et moi j'ai essayé de la rassurer en lui disant qu'au bout de 8 jours, on ne peut pas envisager quelque chose de dramatique. Mais je l'ai sentie tout de suite affolée et elle sentait déjà que quelque chose s'était passé. Et Marie-Hélène conduisait vite et en montagne, un accident est vite arrivé. Donc là, on a commencé à penser à l'accident de voiture. Mon mari, donc avec des équipes d'amis, ils sont dans les Hautes-Alpes. Ils avaient commencé un petit peu par ici, il a été jusqu'à Briançon. Ils sont descendus dans des ravins avec des cordes et des grappins. Et ils ont essayé de trouver... chaque fois que le parapet était cassé, de regarder si la voiture n'était pas en contrebas, cachée dans les... Donc ça, il a fait énormément de fois. On voit son père chercher, partir dans la montagne, crier son désespoir quand on l'apprend, mais Bon, alors moi, je suis peut-être quelqu'un de sensible, mais c'est quelque chose qui fait mal, quoi. Pour la famille, c'est l'affolement complet. La police de Nice, elle, ne bouge apparemment pas. Pourquoi ? La disparue n'est pas une fugueuse, sa famille est de bon sens, les circonstances sont déjà étranges. Exaspérée par cette attitude quelque peu passive, pour le moins, la famille de Marie-Hélène décide, pour retrouver la jeune femme, d'employer les grands moyens. J'avais aussi acheté un sonar en pensant à l'agression sur la route. Parce que dans le canal de la Durance, il y avait de nombreuses voitures qui sont cachées. Donc, il y a une équipe de bénévoles qui ont passé le sonar avec un bateau sur le canal de la Durance pour voir si on ne trouvait pas la voiture de Marie-Hélène. Donc, ils ont trouvé 2-3 voitures, mais aucune n'était celle de Marie-Hélène. On avait ce sentiment d'impuissance, qu'on ne pouvait rien faire. On essayait de les soutenir moralement. Et on espérait tous d'avoir
d'aboutir, de savoir. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, on va louer un hélicoptère parce que la montagne est tellement grande. Et on a fait le trajet des Hautes-Alpes et des Basses-Alpes que Marie-Hélène aurait pu faire avec sa voiture. Et nous n'avons pas trouvé, malheureusement, la voiture de Marie-Hélène. Et en descendant de l'hélicoptère, j'avais dit, tant mieux. Parce qu'au moins, ça nous laisse une chance de trouver Marie-Hélène vivante quelque part. Alors tout au long des semaines à venir, alors qu'aucun signe de vie ne parvient de Marie-Hélène, sa famille va effectuer une foule d'opérations de recherche coûteuses, harassantes, recherches qui ne donneront aucun résultat, sauf tout de même qu'elles permettent d'écarter l'hypothèse de l'accident. Alors, que s'est-il passé ? À cette question 1000 fois répétée, pas une seule réponse. Du coup, on tente le tout pour le tout, la presse, la radio, la télé, et surtout, étendu à toute la région, un appel à témoins. Quelqu'un a-t-il vu, entendu quelque chose ? Plus tard, ça rapportera. On a mis des affiches où donc il était marqué qui a vu Marie-Hélène, parce qu'on cherchait ce témoignage qui nous délivrerait, qui nous amènerait à la vérité. Quand on commence à lire et à se rendre compte, parce qu'on s'est matérialisé par des articles, par des photos, et qu'on s'aperçoit que chaque jour qui passe, qu'elle est pas là. Quand on voit l'énergie déployée par ses parents. J'ai fait beaucoup d'émissions de télévision en espérant avoir des témoignages. Vous vous dites en permanence, si ma fille est en danger et qu'elle appelle au secours, il faut lui apporter le secours. Donc on ne peut pas s'arrêter. Il faut se battre. S'il vous plaît, aidez-nous, dites-nous ce qui est arrivé à Marie-Hélène. Si on lui a fait du mal, je suis peut-être prête à pardonner. Et j'ai été submergée par de nombreux radiesthésistes voyants qui prétendaient pouvoir m'aider. Et je leur disais, écoutez, qui avez-vous retrouvé ? Et là, ils me disaient, secret professionnel. Donc je leur disais, monsieur, si vous avez trouvé quelque chose, je pense que ça pourrait vous le diriez, ça se saurait. C'est terrible, n'est-ce pas, ce marché de la détresse autour de ces êtres déjà taraudés, déchirés. À chacun de leurs regards sur les photos s'aiguise la douleur de ne pas savoir, un vide béant où s'engouffrent évidemment toutes les hypothèses les plus cruelles, toutes les images les plus atroces. C'est le vide béant de ne pas savoir. Vous êtes comme enfermé dans la prison des incertitudes. C'est un calvaire de penser tous les jours où est mon enfant, qu'est-ce qu'il est devenu. C'est la pire des choses, ça, parce que dès que vous avez le corps et puis face à la mort, vous êtes obligé de vous résigner. Tandis que là, vous avez le sentiment que vous pouvez faire encore quelque chose, que quelqu'un sait. L'espoir est plus perfide que la vérité. Et effectivement, que quand on vous raconte, mais votre fille, elle est peut-être vivante en Italie. Ah ben non, après elle est vivante à Paris. Ah mais non, c'est pas du tout, elle est vivante en Espagne. Et vous n'avez pas été voir en Espagne, vous n'avez pas fait toute l'Espagne entière. On vous amène sur un chemin sans fin. Un chemin où il n'y a pas de réponse. Et sans réponse, vous vous perdez. Vous perdez votre fille, mais vous pouvez perdre la raison. Étrangement, la PJ de Nice continue de ne sortir aucun indice sur l'enquête. Mais le 17 janvier 1992, soit 8 mois après la disparition de Marie-Hélène, l'appel à témoins semble donner un résultat, révéler une piste. Peut-être. Une personne m'appelle en me disant qu'elle croyait avoir vu notre fille à Juan-les-Pins dans une boutique
en train d'acheter une robe. Et Marie-Hélène est décrite peut-être droguée, avait des brûlures de cigarettes sur le sein, avec un personnage qui aurait payé avec une carte bleue. Donc nous avons une piste. Quel est donc cet individu, cette nouvelle silhouette qui, 8 mois interminables après la disparition de Marie-Hélène, vient tout à coup relancer, réactiver l'enquête? Au départ, on part effectivement, première piste qui va réellement être explorée, c'est un homme d'affaires d'origine suisse. À la réputation sulfureuse, qui passe de nombreuses annonces dans tous les journaux gratuits de la Côte d'Azur et même jusqu'à Montpellier, et qu'il fait des soirées où il attire des jeunes filles et des gens avec du pouvoir et avec beaucoup d'argent. Et il est notamment en rapport aussi avec la plus riche, importante patronne de journaux X d'Allemagne. C'est ce personnage-là, très trouble, très malsain, et qui a été mis d'abord, qui a été considéré comme suspect. C'est vrai qu'on a pensé tout de suite à la traite de blanche, parce qu'à l'époque, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'était pas anodin. Marie-Hélène étant une très très jolie fille, elle aurait pu très bien, incarnant la beauté, la jeunesse, être la proie de gens malveillants. Je me dis, cet homme ne tue pas ces jeunes filles. On dirait que c'est une piste qui mène à la prostitution. Donc, comme la majorité d'ailleurs des parents de disparus, s'il y a prostitution, il y a vie et il y a de l'espoir. Est-ce la bonne piste? L'homme, lui, en tout cas, nie tout en bloc. Parenthèse, il est tout de même étonnant que cet individu ne soit mis en examen que le 4 décembre 1993, soit près de 2 ans après la découverte de son existence. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi avoir attendu près de 2 ans avant de creuser cette piste, avant d'interroger sérieusement cet homme soupçonné publiquement de proxénétisme dans l'ordonnance du parquet général? Excédée par tant de retard, la famille Audois va demander que l'enquête soit dorénavant confiée à la gendarmerie de Marseille. Le capitaine Léopold Doll va reprendre l'enquête. Nous sommes en 1996. Marie-Hélène a disparu depuis 5 ans. 5 ans, vous vous rendez compte? Donc on s'est dit, il faut dès le départ s'y investir avec beaucoup de personnel. C'est ce qu'on a fait les premiers mois d'enquête, pour ne pas laisser encore du temps s'écouler. Il y en avait déjà suffisamment comme ça. Nos collègues de la PJ de Marseille travaillaient sur la piste d'hommes d'affaires suisses que nous avons rapidement clôturé grâce à des témoignages que nous avons eus lors d'un déplacement en Italie où on a pu prouver, de par sa présence en Italie, qu'il ne pouvait pas être à l'origine de la disparition de Marie-Hélène. Alors le Suisse va bénéficier d'un non-lieu, il n'était pas dans la région au moment des faits, affaire classée. À ce moment, face à ce vide dans le dossier, le capitaine Doll reprend l'enquête à zéro et s'accroche à la piste qui aurait dû être privilégiée dès le début, c'est-à-dire l'entourage de Marie-Hélène. En première ligne, Steven, le compagnon, l'homme dont la jeune femme était follement amoureuse. Depuis le premier jour, son comportement a été bizarre. C'est le premier soupçon. Pour moi, quand quelqu'un vit avec une personne et qu'il n'est pas apte à se donner à fond pour essayer de retrouver la personne qu'il aime, avec qui il vit, moi, c'est quelque chose que j'admets pas. J'admets pas. Quelqu'un qui laisse à penser qu'au travers de l'observation qu'on va avoir de son attitude, qu'il se moque un peu de la relation qu'il avait avec Marie-Hélène Audois. Il va très vite avoir une autre relation avec une nouvelle compagne dont il mettra la photo sur la table de nuit. On a le sentiment qu'il n'est pas dans le désir véritablement de la retrouver. On peut pas tourner la page en un mois et dire c'est fini. Je sais pas. Même à la limite, même s'il avait plus envie d'être avec cette fille, on se bat pour le souvenir, pour l'amitié, pour ce que la personne a pu vous donner. Étrange tout de même ce comportement. Qui est-il? Que sait-il exactement, ce Steven? Finalement, c'est lui qui va faire rebondir l'enquête.
Il y a une nouvelle piste qui va se dessiner parce que bien sûr au cours de l'enquête on va apprendre que son copain a une maîtresse qui n'est autre que sa patronne qui dirige l'agence immobilière dans laquelle lui travaille. Cette femme était très amoureuse du compagnon de ma fille. Elle l'entretenait, elle lui avait payé la caution et le loyer. Et à l'époque, le jeune compagnon de Marie-Hélène Audoin profite. Sa maîtresse lui offrira de l'argent pour qu'il lui fasse un enfant, elle lui offrira de très belles montres, une sorte de gigolo, dont Marie-Hélène, follement amoureuse, qui elle a une relation sérieuse avec lui. On apprendra également un peu plus tard qu'il y a déjà eu un accrochage entre la maîtresse et Marie-Hélène. On sait qu'elle s'était procuré un double de la clé auprès d'un ami de Steven, de son appartement, qu'elle avait déchiré les robes de Marie-Hélène. Rentrer parce qu'elle a les clés dans cet appartement pour laisser un rouge à lèvres, pour laisser une lingerie féminine, pour que Marie-Hélène, quand elle rentrera le soir, ait l'impression que son compagnon l'a trompée. On est dans quelque chose de purement romanesque, ou ce qui peut arriver quand on est tout jeune et insouciant et prêt à tout, mais cette personne-là a 40 ans. Et le copain de Marie-Hélène avait pris la chose très mal, puisqu'il savait que ça avait été fait exprès, et il avait obligé sa maîtresse, à venir s'excuser devant Marie-Hélène. Et tout d'un coup, elle accepte de s'humilier devant sa rivale. Donc évidemment qu'elle en était, elle a eu une blessure, une humiliation sans fond. Et les humiliations, on sait où cela peut mener, hélas. À noter, c'est essentiel, ce face-à-face entre les deux rivales a eu lieu quelques jours seulement avant la disparition de Marie-Hélène. Cette femme, cette maîtresse, est sans doute la clé du mystère de la disparition. Nous avons tenté de la joindre et surtout de lui donner la parole. Elle n'a pas donné suite, c'est son droit. Cette femme, elle aussi, est citée dans les ordonnances du parquet général d'Aix-en-Provence, mais aujourd'hui, c'est vrai, elle est protégée des accusations par la présomption d'innocence, ce qui ne veut pas dire qu'elle l'est innocente, remarque personnelle. Marie-Hélène avait donc une rivale dotée, précise toujours l'ordonnance, d'une réputation sulfureuse, une rivale qui, elle, avait un vrai mobile, la jalousie, qui est donc cette femme. Steven a une maîtresse qui connaît beaucoup de personnes très haut placées, ça je l'apprendrai très rapidement, mais qui connaît aussi des gens du voyage, des mafieux liés au grand banditisme. Elle fait feu de tout bois. Ah, c'est un personnage haut en couleur, digne des plus grands romans. 80 comptes bancaires, à faire chanter tous ses amants, à les poursuivre, à les menacer, à leur soutirer de l'argent, jusqu'à des millions de francs. À être impliqué, du moins son nom étant cité dans des dossiers d'assassinat. De fait, déjà soupçonné d'avoir payé un tueur à gage, comme on dit, entre guillemets, pour éliminer un de ses anciens amants qui lui devait des sous. Grâce à nos recherches, on va demander au juge d'instruction d'entrer en possession d'un dossier qui avait été instruit sur Paris par un autre juge d'instruction où un tueur à gages est retrouvé mort. Et lors de la perquisition au domicile de ce tueur à gages, on va retrouver à son domicile l'emploi du temps d'un amant de cette maîtresse, rédigé de la main de la maîtresse. Sur lequel elle donnait toutes les indications d'horaires, de lieux de fréquentation, même les horaires auxquels jouait au tennis. Donc la police parisienne s'est fortement intéressée donc, à cette dame, mais n'a jamais pu prouver quoi que ce soit, puisqu'elle a nié avoir écrit le document, bien que c'était son écriture. Après, elle disait oui, j'ai écrit ça, mais ça n'a rien à voir avec le fait que je voulais le faire tuer. Hein. J'avais simplement écrit ça pour donner des renseignements à un copain qui voulait le voir. Troublant, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. La maîtresse réservait encore quelques surprises. Écoutez le directeur d'enquête. En faisant les comptes de cette dame, on remarquera une très grosse somme d'argent en espèces sortie de ses comptes. Quand je dis très grosse, c'est une très grosse somme.
Et lorsqu'on l'interrogera, elle nous dira qu'elle a donné cet argent à des gens du voyage qui voulaient la faire chanter. Il faut quand même dire que cette dame était mariée. Et les gens du voyage, soi-disant, voulaient la faire chanter et voulaient la dénoncer auprès du mari. Et donc ils lui ont demandé, d'après elle, des sous qu'elle a sortis de ses comptes pour leur donner. Mais on s'apercevra très vite que le mari, entendu également, nous dira c'est impossible, puisqu'à l'époque où elle sort l'argent, à l'époque où vous me dites, à l'époque où vous me dites qu'elle sort l'argent, on était déjà séparés. Tout Saint-Laurent du Var savait que j'étais cocu, moi le premier, donc il n'y avait aucune raison qu'elle paye quelqu'un pour tenir ça secret. On peut se poser la question de savoir à quoi étaient destinés ces retraits d'espèces de sommes importantes. Cette somme d'argent est retirée quelques jours après la disparition de Marie-Hélène. On s'imagine bien sûr qu'elle a dû payer quelqu'un pour faire disparaître Marie-Hélène et le véhicule. Je ne comprends pas qu'on l'ait entendu pour la première fois en 1996. Parce que dans beaucoup d'affaires, l'argent, l'amour qui entraîne la haine sont la cause principale de beaucoup de drames. C'est très grave tout ça, accablant même. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à présent, on ne recherche plus une disparue, mais un corps. Tout porte à croire, à cet instant, que Marie-Hélène a été assassinée. J'ai beaucoup de mal, moi, à penser que ma fille ait été assassinée. Qu'un humain ait autant de haine pour commanditer un assassinat. Donc, je préfère penser que Marie-Hélène est décédée, mais accidentellement. Ça m'est moins douloureux que de penser qu'on ait pu à l'avance préméditer la fin de sa vie. Dans cette enquête sur 5 ans, commencée par les uns, poursuivie par les autres, il n'y a en fait aucune certitude. Le seul point concret est donc, on s'en souvient, la visite faite par Marie-Hélène Audoy à la pharmacie de Monaco, c'était donc le 21 mai 1991. Vers 14h, la jeune femme, sans doute pressée, mais on ne sait pas pourquoi, n'attend pas son ami pharmacien et lui laisse simplement un mot. C'est théoriquement la dernière trace de Marie-Hélène vivante. Apparemment, quoique... On avait fait un appel à témoins à l'époque, lorsqu'on a repris l'enquête, à travers des émissions de télévision du moment. Et on avait eu plusieurs témoignages plus ou moins farfelus, mais dont un qui nous paraissait très intéressant, c'était un monsieur qui tenait un salon de thé à Cagnes-sur-Mer, pas très loin du domicile de Marie-Hélène, et qui nous dit être persuadé d'avoir vu Marie-Hélène le jour de sa disparition, en début d'après-midi, alors qu'elle venait déjeuner chez lui. Pourquoi ce témoignage paraît intéressant ? Parce que l'heure correspond effectivement à l'heure qu'elle aurait pu arriver à Cagnes-sur-Mer en partant à 14h de la principauté de Monaco, puisqu'on a refait, nous, le trajet dans les mêmes conditions de circulation et d'horaire. Deuxièmement, le patron de ce salon de thé avait trouvé cette fille tellement belle qu'il avait été en admiration devant elle, devant sa beauté. Et il ne l'a pas quittée du regard le temps qu'elle mangeait. Et lorsqu'elle est partie, il est sorti pour la suivre des yeux, toujours émerveillé par cette fille. Il a suivi du regard et il se souvient qu'elle a pris la direction d'une rue. Et nous, on y est allé dans cette rue, et cette rue donne au domicile de Marie-Hélène. Lorsqu'elle arrive à son domicile, quelques minutes après, on remonte un appel téléphonique qui part de chez elle à une agence immobilière, tenue, on le saura plus tard, par la maîtresse de son copain. Tout se recoupe. Alors, est-ce qu'elle a essayé d'avoir des explications ? Est-ce que c'est son copain qui a appelé ? Est-ce que c'est la maîtresse de son copain qui a appelé son cabinet ? Ça, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a eu un appel qui est parti de chez elle sur la ligne directe de la maîtresse de son compagnon. Pourquoi Marie-Hélène n'est-elle rentrée chez elle, alors qu'elle était censée faire sa tournée dans les Hautes-Alpes, rappelée en urgence, qui l'a rappelée, qui l'a fait revenir ? C'était un guet-apens ? Sans doute. Puisque c'est à ce moment précis qu'on perd sa trace, définitivement. Ce qui est étrange, c'est ce qui va se passer ensuite.
Alors que la maîtresse fait figure de suspect numéro 1, les parents de Marie-Hélène reçoivent chez eux la visite d'un drôle de couple. Et là, on retrouve encore des personnages sulfureux de manière incroyable. Par exemple, Madame Audoin est contactée en 1996, 5 ans après, par une jeune femme que l'on verra impliquée plus tard dans l'affaire de viol dont est accusée Johnny Hallyday. Donc, il se présente une belle jeune femme, brune, qui vient avec son compagnon de l'époque me dire qu'en 1991, elle aurait été victime ce qu'elle pense être une tentative d'enlèvement. Un homme lui aurait proposé un emploi à Monaco. Elle y a été, l'adresse n'existant pas, son compagnon lui a demandé d'aller déposer à la police monégasque et ils voulaient tous les deux m'amener le jour même retirer cette plainte. Et moi, je me suis dit, mais bon sang, j'y ai pas cru. Ça m'a paru bizarre qu'ils veuillent le jour même m'amener retirer cette plainte. Donc voilà les personnages qui entrent en ligne de compte, qui viennent contacter Madame Audoin pour, sans doute, c'est en tout cas la conclusion qu'on peut en tirer, sans doute pour la détourner de la vraie piste des auteurs de la disparition de Marie-Hélène. Et moi, je n'ai pas voulu y aller parce que je l'ai senti un peu manipulé. C'était un peu lui qui menait la conversation et je la sentais un peu manipulée, cette jeune fille. Et puis qu'elle était sur la Côte d'Azur depuis toujours et qu'elle attend de 1996 pour me parler d'une tentative d'enlèvement qui datait de 91, donc de l'année où ma fille avait disparu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. On a le sentiment que cette démarche a tenté de détourner les enquêteurs de l'intérêt qui se faisait plus pressant sur la maîtresse. Question, que viennent faire ces personnages dans l'affaire? L'homme et la femme sont nettement désignés par l'ordonnance du parquet général d'Aix-en-Provence comme ayant des liens avec les milieux criminels de la Côte d'Azur. Pourquoi sont-ils venus proposer leurs services, lesquels au juste d'ailleurs, à la mère de Marie-Hélène? Pour détourner l'attention des enquêteurs de cette maîtresse de Steven qui apparaît de plus en plus comme l'un des maillons majeurs de la disparition de la jeune femme. Question, finalement, qui incite les gendarmes à perquisitionner, en particulier un local appartenant à cette maîtresse jalouse et surtout humiliée. On décide de faire une perquisition d'autorité dans un garde-meuble où la maîtresse du copain de Marie-Hélène entrepose ses affaires, puisqu'entre-temps elle déménage. Et là, on retrouve des coupures de presse concernant la disparition de Marie-Hélène. Là, ça m'a beaucoup troublée, parce que dans d'autres dossiers que je connaissais, je savais que c'était le coupable qui avait gardé des coupures de presse comme pour surveiller l'enquête et comme pour se tenir au courant de tout ce qui se passait. Lorsqu'on trouve les coupures de presse, on se dit, tiens, cette dame suit de près nos investigations. Pourquoi découper des coupures de presse si elle n'a rien à voir avec cette affaire? Parce qu'il y en avait beaucoup de coupures de presse. Bon, on a retrouvé une ou deux coupures, je veux bien, mais là on a retrouvé toutes les coupures de toutes les presses de l'époque. Donc on sentait qu'à travers tous ces articles, elle essayait de repérer des éléments pour savoir un petit peu où les enquêteurs en étaient. Alors dans ces scellés, il y a également donc une carte de visite où il y a le patronyme d'un tueur à gages connu sur la Côte d'Azur pour 2 disparitions qui ont été résolues en meurtre. J'ai été très secouée parce que justement c'était le même patronyme que du jeune homme qui était venu me voir avec la jeune fille qui avait impliqué Johnny Hallyday dans une affaire de viol. C'est bizarre, ça. Souvenez-vous de la visite du couple chez Madame Audoin. Le même nom, le même homme. Cet individu connaissait donc la maîtresse de Steven. Pourquoi a-t-il tenté de manipuler Madame Audoin?
pour détourner l'attention des enquêteurs de cette maîtresse, on fouille encore. Et dans ce garde-meuble, il y a encore des secrets, vous allez le voir, à découvrir. Le plus troublant, ça a été également de retrouver la feuille de son agenda, la feuille du jour de la disparition arrachée de son agenda. Ça nous a paru vraiment troublant. Tout laisse à penser qu'il fallait peut-être éviter ou enlever une page sur laquelle on avait mis un rendez-vous important qui pouvait faire en sorte que cette personne soit démasquée si on avait trouvé effectivement sur le jour de la disparition de Marie-Hélène Audoin qu'elle avait rendez-vous ou que quelqu'un devait se rendre à l'endroit. Alors tous ces éléments mis bout à bout nous font penser qu'on était sur la bonne piste, que la disparition de Marie-Hélène est liée à la maîtresse de son copain. Moi je dis ça avec certitude. Une certitude qui est en fait une accusation, confirmée d'ailleurs par un nouveau rebondissement. Quelques jours après notre perquisition dans ce garde-meuble de Nice, on apprend que l'incendie a tout détruit. Et ça nous paraît quand même curieux que 3 ou 4 jours après notre passage, je me souviens plus très bien, que ce garde-meuble brûle. Et là, on se dit, est-ce qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose? Est-ce qu'il n'y avait pas un élément dans la perquisition qui aurait pu effectivement nous permettre d'aller jusqu'au bout de nos soupçons? Quel élément? On ne le saura jamais, puisque tout a brûlé. C'est troublant. Cet incendie nous paraît quand même troublant. On a peut-être dû oublier quelque chose ou pas voir quelque chose qui devait être important. Je ne vous cache pas que quand on apprend tout ça au travers de ce dossier, on se demande, on se dit qu'on est à 2 doigts de toucher la vérité et que lorsqu'on veut faire disparaître des preuves, on ne peut pas mieux faire que brûler. C'est un moyen, les professionnels en ces matières-là, quand on ne veut plus laisser de traces, on brûle. Et c'est pas n'importe qui fait ça en général, c'est des habitués. Parce que jamais, depuis l'origine, la famille, Madame Audoin et Monsieur Audoin, comme les enquêteurs quels qu'ils soient, comme moi, nous n'avons pensé que c'était le fait d'une seule personne. Quand quelqu'un disparaît et qu'on ne retrouve ni son corps, ni la voiture, que ses papiers d'identité disparaissent, on ne les retrouve jamais. Que sa carte bleue n'est jamais réutilisée. Tout disparaît. C'est pas le fait d'une seule personne. Toutes les traces sont donc ainsi effacées. Ça n'arrange pas les gendarmes. C'est vrai que ça tranquillise la propriétaire, la maîtresse de Steven, ainsi à l'abri de la curiosité des enquêteurs. Le coup est classique, l'incendie, mais reste efficace. Néanmoins, cette maîtresse est placée en garde à vue. Et les gendarmes la presse de questions. Alors, les coupures de presse, la carte de visite du voyou, l'agenda... Elle répond. N'importe quoi, mais elle répond. Quand elle est interrogée, cette maîtresse prétend qu'on lui a, que quelqu'un qui lui voulait du mal a fait exprès d'enlever ces pages de cet agenda. Pour les coupures de presse, elle va répondre qu'effectivement, elle gardait ses coupures de presse parce que sur le même journal, on relatait l'affaire de Yann Piat et qu'elle était amie avec un des juges qui s'occupait du meurtre de Yann Piat. C'était quand même troublant qu'elle ne puisse pas nous donner une réponse vraiment précise et qui tienne la route. Elle reconnaîtra la dispute, elle reconnaîtra le fait d'être allée chez Marie-Hélène pour la rendre jalouse. Elle s'était laissée emporter par la folie de l'amour. Elle reconnaît qu'elle s'est mise en colère et qu'elle a cassé des choses dans l'appartement de notre fille. Je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas cassé la vie de ma fille. On touche du doigt la honte qu'elle a dû ressentir et l'humiliation qu'elle a dû ressentir de se plier au désir de son compagnon, de s'excuser devant la compagne de celui-ci. La jalousie, l'humiliation, la honte et peut-être la rage, donc un mobile, mais aussi sans aucun doute le pouvoir de faire peur, le pouvoir de faire taire. Tous les témoins que nous avons rencontrés nous paraissent un petit peu avoir peur, quelque part, de cette personne, de la maîtresse. Tous ses amants disent elle leur fait peur. Des épouses d'amants sont entendues.
et confirme qu'elle menaçait au téléphone. Elle a été mise sur écoute. Elle n'hésite pas à tenir des propos ultimes. Si tu fais ça, je vais t'éliminer. Son ex-mari est entendu et reprochera tout à son ex-femme en disant énormément de choses, en résumant un personnage machiavélique qu'il la définira comme étant Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc c'est un personnage redoutable. C'est une femme qui nous a paru d'un caractère très fort, très calme, très sûre d'elle, qui savait où elle allait, très polie mais ferme, mais très polie, d'une politesse extrême, je me souviens, puisque elle s'excusait à la fin de chaque passage d'audition, de nous faire perdre du temps, après elle nous disait souvent qu'elle était à notre disposition, qu'elle n'avait rien à cacher, donc quelqu'un de très, très correct vis-à-vis de nous, mais une correction qui nous paraissait quand même très, très suspecte. Dans ce trio mortel restait l'homme des deux femmes, l'amant de la vieille, l'amant de la jeune. Steven n'avait peut-être pas su s'opposer à l'élimination de Marie-Hélène, mais aujourd'hui encore, les enquêteurs sont persuadés qu'il sait comment, où, quand sa jeune maîtresse a été éliminée. Pourrait-il le dire ? Prendrait-il des risques à le dire ? Nous avons également interrogé le compagnon de Marie-Hélène dans les mêmes locaux et dans le même laps de temps que sa maîtresse. Et ça ne nous a rien amené de plus, si ce n'est que lui reconnaît donc avoir eu cette dame comme maîtresse et que c'est une personne assez dure, mais sans plus. On a toujours pensé que le compagnon de notre fille n'était pas coupable de la disparition de notre fille, mais qui pouvait avoir des indications qu'il n'avait pas dit complètement la vérité. Par peur de tous les personnages qui environnaient cette femme, effectivement, on peut avoir peur de livrer la totalité de ce qu'on sait. Malgré leur persévérance, les gendarmes de la section de recherche de Marseille ont fait chou blanc, comme on dit. La maîtresse de Steven, témoin majeur, n'a pas cédé d'un pouce. Le parquet n'a pas voulu ou pu persévérer. En fait, il a simplement manqué un indice, un détail pour convaincre un juge d'inculper. C'est pas parce que l'on retrouve la carte de visite d'un tueur à gages, c'est pas parce que l'on retrouve chez un autre tueur à gages un document manuscrit par elle où elle donnait l'emploi du temps d'un autre de ses amants, c'est pas parce qu'elle était jalouse, c'est pas parce qu'on sait qu'elle s'est disputée avec Marie-Hélène, c'est pas parce qu'on sait qu'elle était la maîtresse du compagnon de Marie-Hélène, c'est pas parce qu'on sait qu'elle a suivi par des revues de presse, qu'elle a compilé toutes les revues de presse de l'affaire de Marie-Hélène, c'est pas parce qu'on sait tout ça et qu'on a les preuves de tout cela, qu'elle a pu vouloir éliminer sa rivale. Mais je crois que cette affaire-là me restera quand même un petit peu en travers, puisque ça fait partie de ces affaires où on a tous les éléments qui nous permettent de penser à 100% d'avoir l'auteur, mais qu'on ne peut pas amener cet auteur devant une cour d'assises parce qu'il nous manque le petit détail qui va nous permettre de lier tout ça et de vraiment la faire condamner. Policièrement, on est convaincu que c'est elle, il n'y a aucun problème en ce qui me concerne, je peux le dire, je n'ai pas peur de le dire, pour moi il n'y a aucun problème. L'intuition, même la conviction des enquêteurs n'est pas une preuve, ne doit pas être une preuve. Pour accuser, il faut des éléments graves, concordants, dit le Code pénal. L'enquête, au départ, n'avait pas été sérieusement menée. Elle est allée droit dans le mur. Il y a eu une énorme erreur commise au départ. En matière pénale, la preuve se fait par tout moyen. Donc, il est évident que lorsqu'un élément important comme la disparition d'une personne est connu à un instant T, il faut tout mettre en œuvre rapidement pour essayer de savoir ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé dans ce dossier. Alors que Marie-Hélène avait un véhicule, disparaît avec son véhicule, nous n'avons pas d'enquêteurs alors qu'ils se déplacent sur les lieux, qui vont descendre et vérifier que la voiture, elle était peut-être dans le garage le soir. La voiture, il y a un box. Elle était peut-être dans le box. Non, on ne sait pas.
toutes ces erreurs, toutes ces lenteurs à tout niveau contribuent à faire en sorte qu'au milieu, quelqu'un qui sait ce qu'il a fait, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui est en quelque sorte machiavélique, qui est fin d'analyse, qui est rompu à ce genre de choses, peut passer facilement au travers des mailles du filet. Cette dame-là a eu... Quand on s'est intéressé à cette piste, je pense qu'il était trop tard. Et les 5 ans qui se sont écoulés nous ont été préjudiciables quand même. Sans certitude, mais je pense que si on avait travaillé sur cette piste dès 91, on aurait pu peut-être solutionner cette affaire justement avec une garde à vue beaucoup plus longue, avec des souvenirs beaucoup plus précis de témoins, avec des éléments qui auraient pu être découverts non pas dans un garde-meuble, mais au domicile de la personne que l'on soupçonnait. Les lieux, l'appartement, on aurait pu faire des prélèvements à cette époque-là, on aurait pu faire des prélèvements de traces de sang qui auraient été lavés, redécouvrir quelque chose. Or là, l'appartement a été repeint, retapissé, enfin, il y a eu des modifications de fait. Donc ces 5 ans nous ont été préjudiciables. Ce qui ne veut pas dire, attention, je le dis, que nos camarades policiers n'aient pas fait un travail remarquable en amont sur d'autres pistes. Mais c'est le hasard qui a voulu qu'ils s'intéressent à la piste de l'homme d'affaires suisse plutôt que de la maîtresse. Après 22 années d'instruction, un juge vient de prononcer le non-lieu que le parquet a requis lui aussi. C'est une sorte de couperet impitoyable. Ainsi, la justice baisse les bras et avoue donc son impuissance. Ce que ressent l'homme avocat de toute cette affaire, c'est une certaine nausée, où le sentiment que, après un long combat de Madame Audoy, 21 années donc, j'ai été 16 ans à ses côtés dans le cadre de cette procédure. On a le terrible sentiment que si le travail avait été bien fait à l'origine, on n'en serait pas là à 21 années d'instruction. Je crois que c'est le seul dossier en France. J'ai pas encore entendu parler d'un dossier qui puisse durer aussi longtemps. Donc c'est un polar où tous les ingrédients sont réunis pour être... C'est une affaire malheureusement passionnante, où il n'y a qu'une certitude, c'est qu'une jeune fille très jolie, à 22 ans, lorsqu'elle partait pour sa journée de travail, a disparu. Et 21 ans après, le dossier se termine, l'ordonnance de non-lieu a été rendue. Ce non-lieu qui vient d'être prononcé est craint par toutes les familles. Et évidemment que pour nous, c'est la fin des recherches. Ça peut ne pas être la fin de l'enquête, puisqu'il y a 10 ans pendant lesquels, si un témoin se manifeste, on peut réouvrir l'enquête. Donc moi, je vais espérer pendant ces 10 ans que quelqu'un va se manifester, qu'on va nous dire enfin où est Marie-Hélène, qu'est-ce qui lui est arrivé, quels ont été ses derniers moments, mais que quelqu'un va trouver la force, le courage de se délivrer de ses secrets et de nous les délivrer aussi. Comment rouvrir l'enquête? Il faudrait une confidence, un aveu, un remords, quelque chose que quelqu'un sait et qu'il veuille enfin dire. Car aujourd'hui, il ne reste qu'un vide à la place d'un visage qui s'estompe au fil des années qui passent. Mais quelqu'un sait, quelqu'un a des éléments, et je pense qu'il serait temps aujourd'hui quand même qu'il parle. Pourquoi ? Parce qu'on a une mère, on a Madame Audoy, la maman de Marie-Hélène, qui se bat depuis 91, qui se bat après cette disparition quotidiennement. Je dis bien quotidiennement. Tout l'amour que je ne pouvais pas lui donner, je le mettais dans sa recherche, dans cette quête, c'était un devoir que j'avais et que j'aurai jusqu'à mon dernier jour, tant que... De la voir toujours aussi malheureuse, j'essaye de lui dire, Annie, il faut essayer de tourner la page, mais elle n'arrive pas. Au quotidien, elle se bat. Elle s'est battue avec son mari pendant des années. Son mari est décédé aujourd'hui, décédé depuis 2 ans.
Et lors d'un reportage à la télévision, il avait fait un reportage témoignant à la télévision quelques mois avant de partir. Et il avait dit « Je voudrais connaître la vérité avant de partir ». Tout simplement, on voudrait savoir. Moi, depuis juillet, on m'a découvert un cancer. Et le message que je voudrais laisser et dire à celui qui sait, parce qu'il y a quelqu'un qui sait, avant de partir, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Et où est ma fille? Et personne ne lui a donné cette vérité. Et je pense qu'il serait honnête aujourd'hui de le donner à Madame Audoin. Vous savez, lorsqu'il randonnait, c'était quelqu'un qui pensait toujours à Marie-Hélène en montagne. Il aimait aller près d'un petit lac qu'il avait lui-même surnommé le lac de Marie-Hélène. Il l'avait baptisé comme ça. Il allait là-bas spécialement pour retrouver le corps de sa fille, puisqu'ils ne l'ont pas retrouvé. Donc pour lui, c'était l'endroit où il était près de sa fille, près de Marie-Hélène. Je vais parler à ma fille, carrément, je n'ai pas honte de le dire. Même les premières années, j'allais pleurer, j'allais crier, je hurlais ma douleur. On ne peut pas se résigner, on peut se résigner devant la mort, mais pas devant la disparition, ne pas retrouver le corps. Là, c'est un véritable calvaire, ce qu'ils ont vécu, et ce qu'Annie vit tout le temps. Encore aujourd'hui, je me dois d'arriver à d'essayer de la retrouver pour lui donner un linceul digne du bel être humain qu'elle était. Parce que pour moi, qu'on ait pu la jeter comme un déchet, aucun humain sur Terre n'est un déchet. Si un Dieu sur Terre, il connaissait la valeur de Marie-Hélène. Il savait que c'était une fille de cœur, de générosité. Et ça, malgré le mal qu'on a peut-être pu faire à Marie-Hélène, Dieu, il sait sa valeur. Mais donc, je pense qu'elle repose en paix, quoi qu'il arrive. Voilà. Reste une évidence qui est la seule pensée de la mère. Il y a quelqu'un qui sait où a été déposé le corps de sa fille. La mer, un bois, un fossé, une tranchée quelque part, un bloc de béton ou un sac de chaux. Peut-être qu'un jour, un soir, avant d'y passer à son tour de l'autre côté, peut-être que l'un de ceux qui ont éliminé Marie-Hélène va vouloir se faire pardonner. Donc cette personne, il faut qu'elle se manifeste, ou qu'elle nous fasse dire, ou qu'elle écrive, ou qu'elle... de n'importe quelle manière, mais qu'elle nous dise la vérité. Qu'elle nous dise où est Marie-Hélène. Je la remercierai. Pour avoir mis trop de temps à faire son travail, la justice a laissé lentement s'effacer les traces de Marie-Hélène. Il ne reste qu'une obsession d'espoir dans la vie d'Annie, sa mère. Une ombre qui ronge ses jours, ses nuits. Le souvenir lointain d'un visage qui, j'en suis sûr, taraude le sommeil de ceux qui ont été les derniers à l'apercevoir, les yeux grands ouverts par la peur, par la douleur. C'est un fantôme de plus qui hante aujourd'hui encore les rivages de la baie des Anges.